Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver en replay évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine boursière qui aura été positive, très positive en Europe, il faut le souligner, avec des records d'indices boursiers qui s'accumulent et qui s'enchaînent. On l'a vu encore aujourd'hui par exemple sur le CAC 40 à Paris, mais l'ensemble des marchés européens est porté par un vent de hausse. Le Stock 600 a battu son record également cette semaine, record historique à plus de 500 points, et c'est encore le cas au cours de cette séance. Vous aurez les détails justement de ces mouvements indiciels et de ces records sur les marchés boursiers dans un instant avec Pauline Gratel. On notera que l'or également marque de nouveaux records en ce moment et se rapproche de plus en plus des 2200 $ l'once. Voilà pour le panorama des marchés qui sont portés ces derniers jours par l'idée que les banques centrales effectivement sont plus proches que jamais peut-être de pouvoir délivrer une première baisse de taux, peut-être pas lors des prochaines réunions, mais peut-être à l'occasion des réunions du mois de juin. En tout cas, c'est un calendrier qui est confirmé dans l'esprit des investisseurs après les prises de parole de Jérôme Powell devant le Congrès américain et après la communication et la conférence de presse de Christine Lagarde hier dans le sillage de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Ce sera évidemment un des gros sujets de décryptage avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, autre donnée qui alimente l'idée que la Fed, en l'occurrence, sera en position de baisser ses taux au mois de juin, c'est le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis. Au-delà d'un chiffre de création d'emplois global qui reste spectaculaire, puisqu'en première estimation, l'économie américaine a créé 275 000 emplois encore au mois de février, on notera quand même des signes de détente qui s'accumulent, là aussi, avec des révisions à la baisse, assez fortes d'ailleurs pour les 2 mois précédents en termes de création d'emplois, un taux de chômage qui remonte à 3,9% et des salaires horaires moyens qui sont ressortis également sous les attentes pour ce rapport emploi américain du mois de février. Voilà donc pour le paysage et les sujets de discussion qui vont nous animer dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous ferons le point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Ce sont les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire mensuel de l'industrie ETF. Nous parlerons des flux, nous parlerons des lancements de produits et bien sûr le palmarès des émetteurs d'ETF. Ce sera à retrouver à 17h45 avec Olivier Malteste, le directeur des investissements de Yomoni. Avant d'accueillir nos invités, les infos clés du jour sur les marchés, c'est Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Les records sont faits pour être battus et la Bourse de Paris est donc bien décidée à finir cette semaine au-dessus des 8000 points, seuil qu'elle avait franchi hier. Aujourd'hui, le CAC inscrit un nouveau plus haut à plus de 8040 points. L'indice Stock 600 et l'or atteignent eux aussi de nouveaux records. La suite des attendues données de l'emploi aux États-Unis, très regardées par la Fed, indique que l'économie américaine a créé 275 000 postes en février. C'est plus qu'anticipé, les analystes tablaient sur 200 000 créations. Le taux de chômage a augmenté à 3,9% contre 3,7% le mois précédent. La croissance du salaire horaire ralentit à 0,1% sur un mois et à 4,3% sur un an. Côté BCE, François Villeroy de Galhau indique une baisse des taux de la BCE très probable au printemps. La prochaine réunion de politique monétaire aura lieu le 11 avril et la suivante le 6 juin prochain à Francfort. C'est la revanche du duel Alstom-Accor au CAC. Euronext intègre Accor au CAC et c'est Alstom qui sort. Les rôles étaient inversés en 2020 lorsque Alstom avait pris la place d'Accor dans l'indice phare. Ce mouvement sera effectif à partir du lundi 18 mars. À la suite de ces annonces, Alstom qui sort est dans le rouge et Accor qui entre dans le vert. Sur le plan micro, Vivendi voit ses comptes revenir dans le vert en 2023. Le groupe fait état de résultats globalement conformes aux attentes, avec un bénéfice de 0,4 milliard d'euros, à comparer tout de même avec une perte nette de plus d'1 milliard d'euros en 2022. Les avis des analystes diffèrent selon chaque entité et leur performance. Par exemple, Canal+ publie des résultats jugés satisfaisants, plus 9,5% de chiffre d'affaires, et les 10 milliards d'euros de revenus franchis
franchi. On rappelle aussi que le groupe s'est rapproché de Lagardère en fin d'année dernière. Ces résultats ne suscitent pas d'engouement pour le marché, le titre perd 2%. La chute du jour en Europe, elle est signée HelloFresh. Triste fin de semaine pour le livreur de repas qui signe ainsi la plus forte baisse de toute son histoire. Le titre s'effondre de plus de 40%. En cause des prévisions jugées très décevantes pour cette année. HelloFresh subit notamment une baisse des volumes de commandes et le groupe retire ses objectifs à moyen terme. Résultat solide pour Steph en 2023. Le spécialiste du transport réfrigéré dégage un résultat opérationnel en hausse de plus de 8% et un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en progression de presque 7%. Le groupe poursuit sa politique de dividendes à hauteur d'un tiers de ses résultats et ça représente 5,10 € par action. En 2022, il s'élevait à 4 €. Ces résultats sont applaudis par les investisseurs et le titre signe la plus forte hausse du palmarès à plus 9%. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB au Japon pour le 4e trimestre. La semaine sera également marquée par l'inflation américaine pour février, publiée mardi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité et Sébastien Paris-Sorvitz est à nos côtés également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de LBP AM. La Banque Centrale Européenne à la une, 24 heures après la communication de Christine Lagarde. La poussière est un peu retombée. Et donc je voulais vous demander vos commentaires un peu à froid, Nathalie. Alors la subtilité des banquiers centraux est une source d'émerveillement permanent et j'ai retenu cette petite phrase de Christine Lagarde. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez. On a senti qu'elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait dire pour signaler qu'il y aurait une baisse de taux à un moment cette année. Elle nous dit on n'a pas discuté de baisse de taux au cours de ce meeting. Par contre, nous avons entamé une discussion sur une recalibration du réglage restrictif de notre politique monétaire. Oui, c'est pas gentil de se moquer. Non, déjà. non mais il y a une différence entre la recalibration et la baisse des taux. Il y a une différence subtile, c'est-à-dire que quand on dit qu'à une réunion on a discuté de baisse de taux, c'est souvent pour la prochaine fois. La prochaine fois, d'accord. On va franchir le pas. Donc là, effectivement. Donc elle n'a pas voulu dire que c'était pour la prochaine fois, mais sans doute pour la suivante. C'est ça qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on dit d'autres personnes du board après. D'ailleurs, elle a beaucoup prononcé le mot juin pendant sa conférence de presse et on se demandait si elle n'allait pas craquer finalement, hein, mais ça n'a pas été le cas. Non, le message est assez clair, c'est que la Banque Centrale Européenne envisage fortement d'une première baisse des taux pour le mois de juin. Ouais. Qu'est-ce qui sous-tend effectivement la possibilité de prendre cette décision le 6 juin prochain, en l'occurrence, Nathalie ? Toujours la même idée, hein, que la BCE se focalise, comme toute banque centrale normalement constituée, sur l'inflation, qu'on a eu des chiffres en début d'année à peu près en ligne avec les attentes, pas non plus faramineux quand il s'agit de se dire « ah, formidable, l'inflation ralentit », puisque l'inflation dans les services dans la zone euro est toujours quand même élevée, hein. On a eu 3 trimestres à 4%, on est passé à 3,9%, donc c'est pas un mouvement très significatif. Donc une inflation dans les services à laquelle il faut toujours faire attention. Comme alors ce qui en général retient l'attention sur les réunions des banques centrales, c'est une fois par trimestre, mars, juin, septembre, la publication des prévisions. Donc on a eu un nouveau jeu de prévisions en mars, on en aura un en juin. Et si tout permet de conclure que effectivement l'inflation est bien sur cette tendance baissière qui va l'amener doucement, d'une façon durable et soutenable vers 2%. Comme le dit aussi la Fed, ça permettra d'entamer la baisse des taux. Dans les nouvelles projections du staff de la BCE, là, on arrive à lire un scénario qui est conforme à l'idée que la BCE pourra baisser ses taux au mois de juin ? À peu près, oui. Alors après, il faut se méfier. Rien n'est jamais certain. Non. Il faut aussi se méfier parce qu'en fait, les projections sont, pour le mois de décembre, c'était ce qu'ils appellent l'eurosystème, c'est-à-dire les différentes banques centrales. Cette fois-ci, c'est le staff de la BCE. Ouais. La fois prochaine, ce sera à nouveau. Donc cette alternance, parfois, vise un peu à brouiller le message ou en tout cas à le rendre moins
moins direct. Mais effectivement, l'idée dans ces prévisions, c'est d'être vers 2%, voire légèrement dessous. Mais on parle de l'horizon de la fin ou de la fin 2025. 2025. Pour la première fois, en moyenne Voilà. sur 2025, ils affichent 2% d'inflation globale. Effectivement, alors que les projections précédentes, il fallait attendre décembre 2025 pour voir 2% ça reste arriver. prudent, quoi. Ça reste, Ouais. on n'a pas encore la certitude d'y arriver. Ah ouais, quand même. je comprends. Voilà. Elle nous dit aussi, Nicolas, donc on en saura un peu plus en avril et beaucoup plus en juin. Qu'est-ce qu'on saura un peu plus en avril et beaucoup plus en juin qu'on ne sait pas encore aujourd'hui? Alors, on a eu aujourd'hui les publications du PIB en zone euro avec l'intégralité des données. On aura une donnée supplémentaire d'inflation, mais c'est tout ce qu'on aura. Donc, on n'aura pas grand-chose pour avril. Et même pour le mois de juin, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, elle nous dit qu'on va avoir les données complètes, sauf que le 6, c'est la publication, la conférence de presse, et le 7, la publication des données. Donc, on peut considérer qu'ils ont peut-être les données en avance, mais j'en suis pas sûr. Mais donc, on n'aura même pas les données à ce moment-là. Et donc, ce qu'ils voudraient avoir, c'est les données sur les salaires du premier trimestre 2024, mais tout en considérant que quand on regarde les projections qui ont été faites et publiées hier, il y a une décélération, notamment sur les salaires qui a été envisagée. Donc, on va dire que ça se calme un petit peu de ce côté-là. Mais je pense que là où c'était le plus significatif et peut-être le plus intéressant, c'est que la dernière hausse de taux de la BCE date du mois de septembre. Au mois de septembre dernier, les projections pour le headline inflation étaient déjà à 1,9% à horizon 2 ans. Ouais. Mais ce qui était encore plus intéressant, sans doute, c'était de voir que l'inflation 2024 était estimée à ce moment-là à 3,2% et la croissance à 1%. Donc on peut s'imaginer que dans une configuration avec une inflation de 3,2 et une croissance de 1 pour 2024, la BCE considérait qu'il était légitime d'avoir des taux à 4%. Aujourd'hui, les projections pour cette même année 2024 sont d'une inflation de 2,3 et une croissance de 0,6%. Mais la BCE considère toujours qu'il est légitime d'avoir des taux à 4%, ce qui me semble parfaitement incohérent. Et donc, qui pouvait nécessiter déjà une action de baisse de taux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au-delà de dire qu'on est data dependent avec la BCE, c'est surtout une question de majorité, de personnes, et qu'on constate dans les discours qu'il y a des évolutions qui apparaissent. On a vu que François Villeroy-Gallo, notamment, avait opéré un certain mouvement depuis le mois de décembre dernier, que les arguments qui ont été développés par les plus faucons de la Banque centrale ont été contrés par François Villeroy-Gallo, notamment la question de la nécessité d'attendre le mois de juin pour avoir les données sur les salaires, et également la question du dernier kilomètre à accomplir, où il a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette idée qui avait été développée un mois plus tôt par Isabelle Schnabel. Donc il y a donc déjà un point. Ensuite, il y a les Italiens qui sont de plus en plus agressifs sur cette question-là également. Et on peut noter aussi, je pense avec intérêt, le retour de Olli Rehn à la tête de la Banque de Finlande, donc le 1er février dernier, qui avait concouru pour la présidentielle finlandaise, qui est terminé 3e et qui revient et a publié ce matin un article en indiquant également que pour lui, étant donné la situation en zone euro aujourd'hui, on va dire des chiffres qui ne sont pas forcément très bons. Reluisant, oui. Avril pour lui est ouvert, ce qui donne une voix supplémentaire, on va dire, au camp des plus doves, et on arrive à une situation d'équilibre où Christine Lagarde peut faire la différence. Ensuite, malheureusement... J'ai en tête que Olli Rehn n'était pas identifié comme une pure colombe. En tout cas, il est pragmatique, mais... Je pense que Olli Rehn, il a une personnalité... c'est assez intéressant. On va dire que les années où il était commissaire européen à l'économie, 2010-2014, il était, on va dire, très hawk. Ensuite, quand il est arrivé à la BCE, je pense qu'il est arrivé avec plutôt un profil très hawk aussi. Et il s'est centricisé. Il a considérablement évolué. Ouais. Je pense qu'il a fait pas mal de tours aux États-Unis. Je pense qu'il a adopté plutôt une approche qui ressemblait plus à celle de la Fed. Ensuite, je pense qu'il a été inconfortable pendant la période de l'inflation. Il est revenu un peu sur ses pas. Et par contre, là, maintenant, il apparaît qu'il est à l'air d'être un peu plus dove qu'il ne l'était. Mais c'est intéressant de suivre que, éventuellement, une majorité peut changer. Et si la majorité change, ça peut aller beaucoup plus vite et plus fort que prévu. Et la dynamique est en cours. Villeroy-Gallo, ce matin, là aussi, avec la subtilité merveilleuse des banquiers centraux, nous rappelle que le printemps, parce qu'il dit baisse avant l'été, donc au printemps, et que le printemps court, alors techniquement, du 21 mars au 21 juin. Donc ça couvre les 2 prochains meetings. Exactement. C'est bien ce qu'il a voulu dire ce matin. Oui, c'est ce qu'il essaie. Je pense qu'ils essaient de mettre la pression pour s'assurer que que ça arrive en juin, mais ça va être compliqué de l'avoir en avril. Bon, ça y est. Il y a quand même l'idée que ce soit le 11 avril ou le 6 juin, la BCE va baisser ses taux. Sébastien, il y a plus de doute là-dessus. Il y a toujours évidemment une probabilité non nulle que ça n'arrive pas, mais
elle est quand même résiduelle désormais, cette probabilité. Grégoire, comme vous l'avez dit, les banquiers centraux, c'est des grands poètes. Donc, ils créent le bon sentiment, mais chacun peut aller de son interprétation sur le timing, de jusqu'à quand, comment, etc. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble du marché, c'est dans les prix d'ailleurs, attendent qu'ils baissent les taux. Si ce n'est pas en avril, ça sera en juin. Nous, on pense que ça sera plutôt en juin. Peut-être que l'équilibre va un petit peu changer, mais objectivement, on vient d'un moment très particulier dans l'économie européenne mondiale, donc pour les pays développés, où l'inflation était très élevée. On la voit décélérer. Il y a toujours le sujet de est-ce qu'il y a encore des pressions sous-jacentes. Quand la BCE a trouvé que c'était approprié de garder des taux plus élevés, de pas, en tous les cas, de pas les modifier, comme l'a fait d'ailleurs, il y a une variable qui reste un peu un mystère, c'est les salaires vont encore vite. Ils sont en train de décélérer. Ils étaient à presque 5 à 4,9 à l'époque. Aujourd'hui, ils ont un petit peu décéléré sur la dernière statistique pour le 4e trimestre. Et ça restera un sujet. Ça restera un sujet. Est-ce que le plein emploi, aujourd'hui, en tous les cas, si on se réfère à notre histoire courte de la communauté européenne, ou en tout cas de l'euro, on n'a jamais vu des taux de chômage aussi faibles. Donc, il reste ce sujet. C'est quoi les pressions salariales qui persistent? Alors, la BCE a voulu développer ses propres indicateurs pour suivre l'évolution des salaires. Et là-dessus, vu la façon dont on négocie les salaires en Europe, c'est d'ailleurs la statistique qu'utilise la BCE, les salaires négociés, ils ont fait tout un travail statistique et ils s'aperçoivent que les tensions salariales pourraient persister sur 2 ans. Alors évidemment, l'échantillon, plus vous allez éloigner dans l'histoire, plus l'échantillon est petit. Donc il reste ce sujet. Il n'empêche, comme on l'a dit, la croissance, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas de croissance en Europe. On se dit quand même, pas de croissance, ça doit quand même soulager un peu les tensions ici et là. Donc l'Europe est plutôt bien placée pour commencer à retirer un peu le caractère restrictif de la politique. Et donc moi, je suis assez d'accord qu'il faut la soulager plus vite que trop tard. Et juin me paraît... pour Mme Lagarde, politiquement, peut-être la meilleure façon de faire, de façon à avoir l'ensemble un consensus. Un conseil de gouverneurs qui va dire... Elle doit souhaiter que cette décision soit prise à l'unanimité quand même. J'imagine que pour une première baisse de taux, c'est quand même bien d'avoir l'ensemble du Conseil derrière soi. Et encore une fois, c'est vrai qu'il faut objectiver les choses. Et aujourd'hui, on a pas mal d'éléments pour dire c'est raisonnable d'ajuster les taux d'intérêt qui sont à 4%, vu notre croissance potentielle, etc., vu où est l'inflation, qui certes n'est pas à 2, mais qui décélère, d'ajuster un peu le caractère restrictif, si on regarde les taux réels, à la situation de désinflation qu'on constate déjà. Donc économiquement, pour les économistes, ça fait sens. Pour la Banque centrale qui veut s'assurer qu'on a cette tendance et prendre du temps. Il y a les salaires, évidemment, et c'est un déterminant central de l'inflation endogène. Il n'y a aucun doute là-dessus. Christine Lagarde le souligne à nouveau dans la conférence de presse. Elle met également dans la discussion, à nouveau, les marges, les profits des entreprises. Est-ce qu'on peut estimer qu'une partie de l'augmentation des salaires, des coûts salariaux, puisse être à un moment quand même absorbée par les marges des entreprises, plutôt que d'être passée éternellement aux consommateurs et aux clients final? Et puis, il y a aussi la question de la productivité. Alors, je sais que la productivité, croissance nulle, gain de productivité zéro aujourd'hui en zone euro, mais ce qu'on observe aux États-Unis, je ne dis pas d'observer une croissance de la productivité en Europe dans l'ampleur de ce qu'on observe aux États-Unis, mais est-ce qu'on peut imaginer quand même, là aussi, quelques gains de productivité à un moment qui détendraient ces coûts C'est possible que le modèle sous-jacent soit un modèle très vertueux dans lequel, effectivement, les gains de productivité permettent de protéger les marges. Alors, dans tous les cycles passés, le point c'est que là on a vécu un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, un phénomène inflationniste, une partie liée à des chocs d'offres qui ont obligé les entreprises à monter leurs prix parce qu'il y avait une pression de demande forte. Et un choc de demande qui a rendu la demande encore plus forte. Et il se trouve dans tous les épisodes passés, les entreprises, celles qui peuvent, ici il y en avait plus, essayent de monter leurs prix plus vite que tous les autres coûts de façon à
là, il se trouve que certaines, effectivement, ont augmenté leur marge de façon considérable. On regarde ça aux États-Unis comme en Europe. Ouais. Donc, alors certains disaient, c'est les entreprises sont très méchantes, attention, on ne peut pas les laisser faire ça. Mais en général, quand on monte ces marges, c'est qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que sinon, on n'achète pas leurs produits. On ne peut pas monter les prix si la demande pas. Les prix, vous savez, ils sont un facteur de destruction de demande. Donc, on l'a eu. Est-ce que on va voir les marges se calmer? On commence à le voir. Si on regarde toute la période là, des résultats, on voit que les analystes sont en train de réviser à la baisse les résultats des entreprises européennes et notamment les marges commencent un peu à se réduire. C'est un phénomène qu'on voit pour l'instant un petit peu aux US, mais un peu moins. Et du point de vue de la BCE, c'est un phénomène qu'elle a envie de voir se poursuivre. Oui, je pense. Ça va plutôt dans le bon sens. C'est un mauvais argument parce que on distille, c'est comme dire, Grégoire, c'est pas bien de monter les salaires parce que ça crée de l'inflation. Ah oui. Non, et les marges, c'est vrai que, mais c'est un mécanisme économique. C'est vrai que si les marges décélèrent, a priori, les entreprises, s'ils veulent le protéger, ça va se traduire par moins d'emplois, etc. Et c'est un cercle qui peut s'avérer vertueux, mais il ne faut pas trop demander à cela. Mais si ça baisse, ça doit être un facteur positif. Ouais, en tout cas, elle en reparle. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées ou de ces hypothèses? L'idée que les coûts unitaires pourraient être absorbés en partie par les marges et un peu de productivité peut-être devant nous? Alors la productivité, c'est déjà un enfer à mesurer, alors à prévoir, c'est encore plus compliqué. Sur les marges et le comportement des entreprises, ça dépend aussi du comportement des consommateurs. On est vraisemblablement dans la phase sur la consommation et surtout la perception de l'inflation où... on se souvient encore des prix passés avant que l'inflation monte. Il y a la réminiscence d'avant, oui. Et donc, payer 40 € quelque chose qu'on payait 35, ça devient difficile. Et on se dit, bon, ça va, je vais peut-être arrêter de payer 40 €. Donc, pendant un petit moment, peut-être que la demande va baisser. Et puis, voilà, c'est un phénomène qui dure, je ne sais pas si c'est documenté, mais on peut imaginer que ça dure 2 ou 3 ans. Puis après, 40 € c'est le prix normal. Ça devient la référence, quoi. Ça devient la référence. Ouais, Donc ça remplace le 35 d'avant. Donc cette phase de transition, ça peut jouer sur les marges. Et on avait vu, alors c'est plus tellement le cas, mais dans certaines enquêtes, les entreprises commençaient à s'interroger si, oui ou non, elles allaient avoir la capacité de passer les coûts au consommateur final ou à leur partenaire dans le cas d'autres entreprises, pardon. Du B2B, oui, j'entends. Oui. Je cherchais une façon française de dire B2B, mais ça n'existe pas. Oui, donc, bon, mais c'est pas là-dessus pour qu'on peut construire une confiance sur le retour de l'inflation à 2%. Après, c'est vraisemblablement, oui, c'est le modèle qui doit être construit comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'insister tellement dans les commentaires sur ces aspects des conclusions du modèle? C'est peut-être pas certain non plus, mais le fait est, c'était déjà le cas à la conférence de presse de janvier, que c'est un sujet sur lequel Christine Lagarde qu'elle remet régulièrement sur la table, effectivement. Est-ce que la BCE est, est-ce que l'ombre de la Fed pèse autant qu'on le dit sur la Banque Centrale Européenne en matière de calendrier, de timing? Pour l'instant, le marché est sur un calendrier absolument coïncident entre une première baisse de taux Fed en juin et pareil pour la Banque Centrale Européenne. On en discutera peut-être. Si jamais ce calendrier-là était compliqué pour la Réserve fédérale américaine, Christine Lagarde rappelle que rien ne dit que la BCE est dépendante de décisions d'autres banques centrales. Oui, je pense qu'ils sont quand même, ils l'ont déjà montré par le passé. Ils ont quand même la capacité de pouvoir agir sans l'autorisation de la Fed. Je pense que c'était compliqué. C'est peut-être sans doute un argument qui était développé par les faucons pour justifier aussi le fait de ne pas bouger. Ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, je pense que ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est de voir justement ce différentiel qui peut exister sous-jacent de l'économie entre États-Unis et zone euro, parce que là, ça devient assez effrayant. Si je regarde depuis la première hausse de taux, c'est-à-dire au Q3 2022 en zone euro, la croissance zone euro, elle a augmenté de 0,06%. C'est 3,74 aux États-Unis.
Mais si je regarde même sur le plus long terme, j'avais pris l'Allemagne parce que c'était quand même un cas intéressant. Et si je regarde ce qu'on appelle le PIB core, c'est-à-dire je prends uniquement la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Donc vraiment, c'est le secteur privé domestique qui est en cause. L'Allemagne est revenue 0,2% en dessous de son niveau du Q4 2017. Ça nous fait une stagnation totale de 6 années et on entre aujourd'hui dans la 7e année. Si je compare les déboires de l'Allemagne commencent avant même la pandémie et la guerre en Ukraine. Mais pour vous donner juste une idée de où on se trouve en Allemagne. Si je regarde les États-Unis, c'est plus 15,3 sur la période. Sur ces 6 ans, 2017, voilà, c'est un décalage qui est absolument gigantesque. Et donc, à partir de là, ça devient compliqué. Ensuite, donc c'est pour ça que quand on parle de salaires élevés en Europe et tout ça, ça devient un peu compliqué de le comprendre. Parce que si on prend la compensation par salarié en Europe et que vous l'ajustez de l'inflation, on est à moins 3,1 par rapport à la fin 2019. C'est-à-dire que la perte de pouvoir d'achat est quand même conséquente. Si je regarde en Allemagne, la perte de pouvoir d'achat, c'est depuis fin 2019 par tête. Enfin, la consommation par tête en Allemagne, c'est moins 4%. Par rapport aux États-Unis, c'est plus 9%. Donc, quand on essaie de comparer les dynamiques d'inflation aux États-Unis ou en zone euro, en disant attention, il peut y avoir de la demande, enfin, c'est une plaisanterie de pouvoir faire cette comparaison-là, parce que la demande est extraordinairement forte aux États-Unis. Et malgré cette demande très forte, on voit cette décélération dans l'inflation. Et donc, de voir des banquiers centraux justifier cette prudence actuelle par, on va dire, le risque d'avoir une demande qui serait trop forte en zone euro alors qu'on est en stagnation totale et avec un pays majeur qui est lui en stagnation totale depuis plus de 6 années, c'est un petit peu difficile à avaler. Parce que la dynamique des salaires dépend peut-être de facteurs un peu différents en Europe. La construction des salaires, elle se fait dans une relation... Elle se fait dans le temps. Au sein de l'entreprise, entre des syndicats, une direction, etc. Il y a quelque chose de plus libre, pour dire les choses, sur le marché du travail américain de ce point de vue-là, peut-être. Alors, peut-être, mais quand on regarde encore une fois le marché... Et donc, pour la BCE, c'est un risque un risque d'ancrer, effectivement, le risque de boucle. Ça me paraît encore une fois assez compliqué. Encore une fois, si on prend le cas de l'Allemagne est vraiment intéressant. Si vous regardez l'emploi en Allemagne, il a un peu progressé depuis la fin 2019. Si vous regardez les heures travaillées dans le secteur privé, on est revenu au niveau de 2014 et même au niveau de 2007. Ça nous fait, on va dire, 15 ans ou 16 années de totale stagnation dans les heures travaillées totales dans l'économie allemande. Ça vous donne un peu une idée de où ils en sont actuellement. Et quand on parle d'hommes malades de l'Europe, je pense que c'est effectivement un petit peu le cas. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la réaction de marché sur la communication de la Banque Centrale Européenne, on voit d'une part que le marché augmente un petit peu son pricing de baisse de taux. On était plus proche de 3, on s'en est plus proche de 4 aujourd'hui à compter du mois de juin. Et dans le même temps, l'euro-dollar, jump jusqu'à 1,0950. On a eu une séquence d'abord Christine Lagarde qui parle et une demi-heure après, Powell parle en disant que la baisse de taux était... Donc c'est l'effet dollar plutôt qui a... D'accord. Vous regardez, si vous regardez les graphiques, vous avez d'abord l'euro qui chute et à partir du moment où Powell prend la parole, on retourne dans le sens. D'accord. Bon, évoquons la partie américaine, évidemment. Donc Jérôme Powell nous dit on n'est pas loin, notre phare. Le rapport mensuel sur l'emploi qui a été publié là, pour le mois de février, est-ce qu'il valide cette hypothèse que oui, la Fed est proche d'une première baisse de taux? Dans le rapport lui-même, les économistes vont voir des choses positives et des choses négatives. Mais finalement, ce qui importe, c'est ce que dit le marché et la façon dont la Fed interprète la direction qu'on a prise. Et je pense qu'à la Fed, il y a de plus en plus cette conviction qu'il faut quand même ajuster la politique monétaire à la baisse, dans les taux à la baisse. Tous ne sont pas dans ce camp. Tous ne sont pas dans ce camp. Powell, depuis toujours. Et c'est lui qui va sûrement faire basculer les choses. Et la raison est la suivante, c'est que ce rapport, en tous les cas, nous dit une chose: ça ralentit un petit peu. C'est-à-dire que le marché de l'emploi est en train, enfin, de s'ajuster un petit peu, mais il reste élevé. Et pour parler de la croissance, et c'est le sujet pour la Fed, certes, les salaires sont élevés, ils continuent à croître, même si là, on a un chiffre un peu plus faible des progressions des salaires. C'est le plus mauvais chiffre, la plus mauvaise stat en termes de qualité pour suivre les salaires aux États-Unis. Il n'empêche qu'ils se tassent. Et le sujet pour la Fed, c'est que la croissance reste quand même très solide. Et une des raisons de l'exceptionnalisme américain, c'est que la dépense publique
n'est pas du tout comparable à ce que nous, on a fait. C'est-à-dire les Américains, pendant le Covid, ont dépensé beaucoup plus que nous. Ils ont continué à le faire en 2023. Ils continuent à le faire. Et c'est un soutien qui, quand même, est important. On l'a vu dans les créations d'emplois. C'est plus de 50 000, je crois, encore. Donc, c'est une vraie différence. Donc, une partie de l'enfant malade de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, ou de vieux malades en Europe, c'est que la dépense publique allemande, où il y a beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup d'idées, mais ils ne dépensent pas. Il évoque aussi les flux migratoires positifs depuis quelques années à nouveau, maintenant, qui sont venus ajouter de la croissance. Il l'a dit devant le Congrès. Donc, pour les Américains, il y a plus de croissance, et c'est un petit peu le sujet. Est-ce qu'on a un vrai soft landing, c'est-à-dire ce miracle d'atterrissage sans qu'il y ait de casse, sans que l'emploi se détériore? Là, on est à 3,9 de taux de chômage, donc on va dans la bonne direction. Et je crois que le plus probable, quand même, c'est que la Fed va baisser ses taux en juin. Là, du coup, c'est un moment qu'ils ont déterminé comme étant où on aura les bonnes statistiques pour décider, et ils croisent les doigts pour que les salaires continuent à décélérer et que le taux de chômage peut-être monte un petit peu là où le voyaient eux, vers 4 et quelques, à 4,1, je crois que c'était leur objectif. Pour cette année, on n'ira peut-être pas là, mais je crois que c'est ça qu'ils attendent. Et Powell, de façon, dans la deuxième déclaration qu'il a fait, prestation qu'il a fait au Sénat, il a été assez clair, c'est juin où on va baisser les taux, mais les étoiles s'alignent un petit peu, mais on ne sait pas pourquoi on arrive là. Je pense que personne ne sait comment ça se fait qu'aux États-Unis, on ait réussi ce soft landing, et sachant que dans l'inflation, comme vous le savez, Grégoire, on a toujours les services, la fameuse, les corps, comme on dit, qui continuent à progresser à 4%, et on ne voit pas encore des vrais signes que ça décélère beaucoup. Hors logement. Mais ce miracle, Powell y croit, il a envie de montrer que c'est bien, et ils doivent baisser les taux parce que l'inflation baisse et les taux réels resteront de toute façon restrictifs. Est-ce que l'économie américaine et la Fed sont mûres pour effectivement une recalibration de la politique monétaire à horizon du mois de juin? Qu'est-ce que vous en dites chez BNP Paribas Asset Management, Nathalie? Sachant, comme le rappelle Sébastien, c'est encore un débat assez vif, hein. J'ai rappelé de nombreuses fois le call qui a été fait par le chef économiste d'Apollo Global Management la semaine dernière, je crois, Thorsten Slock. Non mais, évidemment, on peut en sourire, mais c'est quand même une personnalité qui compte, qui est écoutée, qui a des arguments pour dire que la Fed ne sera peut-être pas en position de baisser ses taux cette année contre toute attente, encore une fois. Alors il ne faut pas du tout en sourire, parce que là, tout s'est bien passé, ce rapport... Cette fois que le marché a joué le pivot depuis 2022, donc effectivement. Ce rapport sur l'emploi était parfait pour avoir un vendredi tranquille et bien débuter le week-end. Ça, on peut déjà s'en féliciter. La semaine prochaine, on a les chiffres d'inflation. Ça veut dire quoi, rapport parfait, Nathalie? Écoutez, en janvier-février, il y a 250 000 créations d'emplois en moyenne, les salaires ralentissent un petit peu, le taux de chômage remonte un petit peu, mais pas trop. Voilà, une sorte de... Voilà, encore une fois, ça valide l'idée d'un soft landing. Mais imaginons que la semaine prochaine, les chiffres d'inflation, pour une raison X ou Y, qu'elles soient liées au fameux coût du logement ou à un autre facteur, remontent très fortement, eh bien on risque de basculer, le marché risque de basculer vers un autre scénario. Alors, pour le moment, ça évolue plutôt entre ce soft landing idéal où l'inflation décélère miraculeusement, et puis un scénario un petit peu moins favorable où l'inflation serait un petit peu plus persistante. Donc là, dans ce scénario, on repousse la première baisse des taux. Et puis, il y a deux scénarios extrêmes. Finalement, le marché du travail, il n'est pas en train de se rééquilibrer doucement. Il va vers une dégradation marquée pour une raison X ou Y. Ou alors, au contraire, on a une économie qui est en train de réaccélérer. Pour le moment, c'est très peu pricé dans les marchés, c'est très peu pricé par les économistes. Mais voilà, on tourne entre ces quatre scénarios, encore une fois, concentrés plutôt sur les deux. Mais voilà, deux chiffres d'inflation particulièrement... Oui, le chiffre de janvier, le CPI de janvier a réveillé un peu le marché, on va dire. Hein. Exactement, et d'autant plus que le Bureau of Labor Statistics a précisé que ce n'était pas simplement le changement de méthodologie autour de ce fameux coût du logement qui expliquait la hausse. Donc, bon, il y a eu beaucoup de bruit quand même sur les dernières statistiques. Toujours, les statistiques américaines ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. Hein.
Non, mais c'est oui, reconnu, quoi. oui. Non, mais de manière générale, je crois qu'il y a un problème de fiabilité de la statistique aujourd'hui. Enfin, des taux de réponse d'enquête qui ont considérablement chuté, etc. Il y a effectivement ce phénomène. C'était déjà pas exceptionnel avant, mais on a Puis capter des changements de comportement des agents économiques, c'est pas forcément évident avec des indicateurs qui restent pour la plupart les mêmes. Bon, en juin, ça semble se confirmer, en tout cas dans l'esprit de Jérôme Powell. Est-ce que c'est suffisant pour que ce soit le calendrier qui se matérialisera? Et puis après, j'ai la question quand même, comment les banques centrales vont communiquer une fois qu'elles auront délivré ces premières baisses de taux? Nicolas? Alors, pour la Fed, effectivement, je pense que la donnée d'inflation la semaine prochaine va quand même être très importante. Ouais. Parce que... en fait, on était quand même parti, on va dire à partir du 15 novembre dernier, avec, on va dire, une tendance qui était, tout le monde était plus ou moins convaincu que la désinflation était plus ou moins acquise, et donc tout le marché a commencé à anticiper des baisses de taux assez conséquentes pour cette année, et tout cela a été invalidé au fur et à mesure, notamment par la publication des chiffres de l'inflation, et tout en sachant qu'il y avait des gros risques de voir des chiffres inconfortables pour le Q1. Donc c'est exactement ce qui est arrivé, avec notamment, alors il y a plein d'items qui ont eu des effets un peu curieux. Et donc on a eu une communication depuis un mois par le BLF, qui est aussi assez intéressante. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier sujet sur lequel ils ont communiqué, en fait, s'est révélé plutôt être faux. Et on a quand même une situation aujourd'hui où en fait on a une inflation totale aux États-Unis qui est donc à un niveau trop élevé. Mais qui intègre, on va dire, 33% de son indice. Ça concerne l'immobilier, et l'immobilier est pris en compte. Vous prenez en gros les nouveaux entrants sur le marché, et vous prenez le stock. Et ce qui fait que vous incorporez au fur et à mesure seulement les nouveaux loyers dans cet indice-là. Évidemment, donc ça vous donne un effet retard. Si vous sortez cet indice, si vous prenez l'indice des loyers qui sont sur le marché aujourd'hui, vous êtes déjà largement à 2%. Évidemment, vous avez une hausse plus importante pendant la période de la pandémie, mais aujourd'hui, vous êtes déjà à 2%. Donc, en dynamique, on y est déjà. Donc, tout ce qui reste, effectivement, c'est ce que vous pointiez avant, c'est en gros tout ce qui reste dans les services en dehors de l'immobilier. Et la même chose, on a 2-3 éléments qui sont en gros plus ou moins parfaitement incohérents. Et donc, ça sera intéressant de voir si, pour le mois de février, pour la prochaine qui sera publiée, on aura quelque chose qui a un retour à la normale et qui peut donc ramener un petit peu le marché. Imaginez qu'on peut se remettre dans un recalibrage un peu plus agressif que ce qu'on avait précédemment. Ce qui me semblerait pas totalement fou, parce que ce qu'on constate quand même depuis un an, c'est que oui, la croissance américaine est très forte. Oui, on voit cette réaccélération. Mais si vous regardez les choses en nominal, en fait, on est parti de 7% de croissance nominale, et en fait on est en train de revenir doucement à 5%, et 5% là maintenant en fait on est en train de passer juste en dessous du taux aux États-Unis. Directeur. Du taux directeur. D'accord. Et donc ça vous met dans une situation, quand vous regardez le graphique, quand vous passez en dessous du taux directeur, généralement après ça se passe plutôt mal, et donc c'est le moment où effectivement où il faut commencer vraiment à être prudent, surveiller effectivement de très près les données sur l'emploi, et donc je pense que la première validation qu'ils auront sur les chiffres de l'inflation peut modifier le discours qu'ils vont avoir. Ensuite, je pense que ça agira plus, non pas sur le calendrier, peut-être que sans doute qu'au point devrait arriver à ce moment-là, mais ensuite peut-être que la baisse sera peut-être un peu plus rapide que ce qui est imaginé par le marché aujourd'hui. Comment elles vont communiquer effectivement une fois la première baisse Bon, déjà, le timing, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, même en revenant à notre discussion sur la BCE, avril, juin, beaucoup de gens vont vous dire, mais qu'est-ce que ça change? Bon, ça peut changer quand même pas mal de choses dans la suite de la séquence. D'accord avec ça, Nicolas? Et comment on peut imaginer la communication des banques centrales, data dependent, une fois qu'elles se seront quand même engagées à délivrer une première baisse de taux, et donc, sans doute, d'autres derrière? Le timing, il est quand même important aux États-Unis, parce que la grande frayeur qu'ils doivent avoir, c'est qu'à partir du moment où le marché de l'emploi se retourne, il se retourne généralement pas de 0,2 ou 0,3 points, ça va très vite, très fort. Donc là, c'est mieux de ne pas se tromper. C'est moins le cas en zone euro, ça va moins vite, mais aux États-Unis, il faut mieux pas se tromper. Voilà. Et donc oui, ça a une importance. Ensuite, évidemment, c'est le scénario qui va guider leur action. Si on a une décélération, le scénario du soft landing, on aura quelque chose qui sera relativement graduel. Il n'y a pas besoin de s'énerver et de le faire correctement. Par contre, c'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, je crois. À partir du moment où, si jamais le marché de l'emploi commence à être touché, ça peut être très très brutal de la part de la Fed en termes de baisse de taux, parce qu'encore une fois, leur taux, le taux naturel, il est estimé entre 2 et 2,5 là-bas. Ils ont 300 points de base à baisser avant d'arriver à ce taux neutre. Donc il y a vraiment la place pour faire quelque chose de brutal, si jamais il y a un danger sur la croissance américaine, parce que là-bas, apparemment, la croissance, ça compte.
un des arguments de ceux qui militent côté Fed pour encore beaucoup de prudence, par exemple Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta, c'est de dire, attention, et c'est aussi un des arguments déployés par Thorsten Slok chez Apollo, c'est de dire, depuis 4 mois maintenant, l'assouplissement des conditions financières, novembre, décembre, janvier, février, est alors un vent quand même porteur pour la croissance, qui va entretenir encore une croissance américaine qui n'est pas en train de ralentir. Et donc Bostic, il dit, moi je veux bien qu'on fasse une baisse de taux en juin, mais tout de suite derrière, il faut vraiment que le marché comprenne bien que c'est une pour voir et qu'ensuite on attend. Ce sera une pause. Non, mais tout à fait. Et il sait très bien, j'imagine, avec toute l'expérience qu'il a, que le marché, une fois qu'on lui délivre une baisse de taux, il va factoriser toutes les baisses de taux qu'il peut derrière. Ça sera une difficulté. Mais la première en termes de communication, c'est pas évident. La première est importante. 2 points. La première est importante et 2, il y a ce sujet dont je pense serait important sur le fait que on est data dependent. Et je crois que, et la raison pour laquelle on était dépendant des données, c'est qu'on sortait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et encore aujourd'hui, on ne comprend pas bien et on tapait à vue. Et c'était normal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que, encore aujourd'hui, on ne comprend pas les mécanismes qui se sont enclenchés, certains classiques, d'autres moins classiques, dans tous ces chocs d'offres qu'on a eus, puis ces chocs de demande incroyables aux US. Donc, c'est normal qu'on soit prudent. Je pense qu'on va sortir de ça. Et de même, Lagarde l'a dit, et même je pense que la Fed aussi pense que leur capacité à regarder l'avenir peut-être est plus facile, entre guillemets, parce que les choses se normalisent. Il reste difficile. Revenons aux conditions financières. C'est vrai que les conditions financières, telles qu'on peut les mesurer, si on prend rien que la bourse et les taux, on est mieux que sur toute l'année 2023. Oui. Et elles se sont... Et donc, de crédit et les effets de richesse aux US sont importants. Donc, une partie de la population va être aidée. Mais une partie, peut-être pas. Et on le disait, c'est vrai que quand les entreprises veulent protéger leurs marges parce qu'elles trouvent que la demande n'est pas vraiment là, les salaires commencent à ne pas trop monter, que l'inflation reste un petit peu élevée, il faut faire attention. C'est vrai que ça peut basculer assez vite avec des entreprises qui se mettent à licencier et ça enclenche un autre phénomène, le risque de récession, puis de soft landing, et là, la Fed peut aller très vite. Mais ça, c'est peut-être le risque le plus important qui existe aujourd'hui. Donc, ce risque, plus le fait que peut-être c'est le soft landing, tout ça pousse à que la Fed ait à baisser les taux dès maintenant. Est-ce qu'on peut faire le fine-tuning, être très fin de quand exactement ? Juin est vu comme on aura quelques chiffres importants, on aura les chiffres d'inflation, on aura des rapports emploi. Je pense qu'il y aura assez d'éléments, si on a raison qu'on est en train d'atterrir, pour que la Fed, à ce moment-là, baisse les taux. Est-ce que ça ira plus vite ? Si le prochain chiffre d'emploi est mauvais, passer de 275, même si c'est révisé à moins quelque chose, ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare, mais ça arrive. Ouais. Mais ça peut arriver en juin. Donc il faut qu'ils agissent. Donc je crois que le script est quand même écrit pour que juin soit le bon moment si on continue à voir que ça se détend un peu. C'est vrai que cette inflation sur les services, j'espère que les données vont être meilleures, c'est un sujet parce qu'on voit bien que c'est des mécanismes qu'on dirait... C'est normal, vu la croissance, vu la façon dont les salaires ont été montés, les tensions qu'il y a encore, on a eu le rapport sur le nombre d'offres d'emploi par rapport aux chômeurs disponibles, il y a un sujet de tension. Et donc, le coût de travail tombe à 2,1 quand même. Ouais, et donc il y a quand même mais le coût de travail, ce calcul est dans le calcul de la productivité, le coût du travail qu'on ressort de ce calcul, et il est quand même... C'est pas simple. Non, je parlais du coût de rate, le taux de départ. D'accord. Non. Les gens qui sortent, les gens qui sortent, qui changent de 2,1, qui veulent tomber à 2,1. Oui, quand même un signe. Et ça, c'est un signe de faiblesse du marché du travail. Ben oui, ça, de détente. C'est vrai. C'est qu'il y a des gens qui quittent leur travail, et en général, quand ça arrive, et il y en a de moins en moins, c'est qu'il y a une petite fragilité. C'est plus difficile. Il n'empêche que c'est en contradiction sur le fait qu'il y a encore beaucoup d'offres par rapport au nombre de personnes qui n'ont pas de travail. Comment on imagine la communication des banques centrales, encore une fois,
une fois que la première baisse de taux est délivrée, que le mouvement est enclenché, face à des marchés qui ont l'habitude d'anticiper, de factoriser pas mal de choses derrière, Nathalie. Ce sera très certainement difficile parce que ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire ces indications sur la conduite future de la politique monétaire, c'est difficile à manier parce que on joue sa crédibilité sur finalement pas grand-chose. Donc, ils vont sans doute dire qu'ils ne s'engagent à rien, qu'on va rester data dependent. Pourquoi ? Parce que un des éléments, là, pourquoi les banquiers centraux ont tellement hésité, effectivement, on arrive de la Lune, on voit une croissance atone dans la zone euro, une inflation qui décélère, on se dit... Les taux à 4%, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est les taux. Le cauchemar des banquiers centraux est sans doute assez bien réparti partout dans le monde, enfin dans le monde développé en tout cas, c'est commencer à baisser les taux et puis avoir l'inflation qui réaccélère après. Christine Lagarde l'a dit d'ailleurs devant le Parlement européen, c'est vraiment un élément sur lequel il ne va pas falloir se louper. Rater, et donc, une façon de limiter les risques de se rater, c'est d'y aller très très progressivement. Mais encore une fois, sur tout ce qui concerne la forward guidance, j'ai un peu de mal à imaginer ce qui va pouvoir être dit. Oui, d'autant qu'effectivement, cette parole a été considérablement abîmée quand même en 2022, au moment où il fallait basculer dans la dépendance aux données et oublier ce qu'on avait dit parfois une semaine avant. Bon, on s'arrêtera là pour cette fois. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir été les invités de ce vendredi très macro, effectivement, au terme d'une semaine marquée par les banques centrales, les prises de parole de Jérôme Powell, la communication de la BCE et le rapport emploi américain. Nathalie Benatti a été à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Et Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de LBP AM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, chaque deuxième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour un décryptage des dernières tendances au sein de l'industrie ETF. C'est l'observatoire ETF de Yomoni dont nous fait profiter Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines en termes de flux, notamment provenant de l'industrie ETF. Mais un mot de votre actualité chez Yomoni. Vous êtes en train d'approfondir votre accompagnement de vos clients en ce qui concerne le PEA, tout à fait. Olivier. De relancer vraiment l'offre PEA. Donc on a un PEA, ça fait déjà 6 ans chez Yomoni, qui a des bonnes performances, qui est sur la gestion indicielle, qui est basée sur les ETF évidemment, comme tout ce qu'on fait chez Yomoni globalement, et donc qui nous permet aussi sur le PEA d'être exposé dans le monde entier grâce aux ETF synthétiques. Donc ça c'est une force aussi des ETF. Et on se rend compte, donc on a fait une très très bonne performance, 17,7 l'année dernière, et globalement on est à 8,8 sur 5 ans en rendement annualisé, donc une performance qui est en ligne avec ce que font le marché globalement. Et on se rend compte en échangeant, en discutant que les banques font bien leur travail. Donc beaucoup de Français ont un PEA ouvert parce qu'il faut prendre date. Bien sûr. Qui ont pris date. Et on a un peu plus de 6 millions de PEA qui sont détenus aujourd'hui par les Français. Et combien dorment ? 22. Et beaucoup dorment. Beaucoup de gens ont pris date en oubliant qu'ils avaient pris date, c'est ça ? Exactement. Et donc il y a le transfert PEA qui souvent fait peur, puisqu'on peut transférer son PEA et garder son antériorité fiscale, le transférer dans une autre banque. Et donc on a décidé, nous, d'accompagner peut-être mieux, de rassurer. Et ça veut dire quoi, accompagner mieux concrètement ? C'est d'aider à relancer, parce qu'il faut relancer sa banque initiale, parce qu'on demande de faire le transfert. Évidemment, le banquier est un peu moins pressé que lorsqu'il s'agit d'ouvrir un compte. C'est de bonne guerre. Et donc c'est d'aider, c'est de relancer. Et c'est vrai qu'on veut remettre en avant aussi la gestion pilotée, parce que nos amis de Boursorama ont publié un communiqué de presse début février qui rappelait toutes les performances à la fois en gestion pilotée chez eux. Donc on vous laissera regarder et comparer, mais et également, ce qui est plus intéressant, ça a toujours du mal à savoir ce que font en moyenne les clients qui sont investisseurs actifs dans leur compte. Et là, on voit qu'en termes de performance, il y a un écart. On est en moyenne sur l'année dernière à 4,72, 5,30. Donc ça, c'est le communiqué de Boursorama qui l'indique. Là où nous, on était à 17,7. Et voilà, on voit que les marchés actions avaient fortement monté l'année dernière. Et donc voilà, il y a aussi cette idée-là qu'on ouvre souvent son PEA en voulant être actif. Ensuite, soit on a moins le temps, soit on se fait peur. Oui, puis ça demande du temps si on veut le gérer par soi-même. Exactement. Et donc on a tendance à le laisser dormir. Donc nous, on a envie de dire
réveillez-le, transférez-le, et on s'en occupera pour vous. Réveillez vos PEA. Bon, venons-en à ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Effectivement, en termes de flux ETF, Olivier, ça a été un mois de collecte globale, à nouveau positive, dans la lignée de ce qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Exactement, donc c'est un bon mois de février. On a 14,3 milliards de collecte nette sur les ETF en Europe. Donc c'est un bon mois. Si on ramène avec le mois de janvier, donc c'est un peu plus faible que janvier. Janvier, il y a toujours une saisonnalité relativement importante sur les flux. Hein. Les gens se repositionnent en début d'année. Donc on est sur les 2 mois, on est à 33 milliards de collecte nette. Donc c'est quand même un gros volume et c'est 20% de plus que les 2 premiers mois de l'année dernière. Donc on voit hein, que la tendance est toujours très très forte. Et donc on a un bon mois de février globalement sur des marchés qui ont été, c'est vrai, porteurs au niveau des actifs risqués. Avec une grande dominante action. Avec une grande dominante action. Alors ça, c'est la nouveauté. On revient un peu sur j'allais dire la normale. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas sur ce qu'on observait habituellement, même si 2023 était très marqué sur l'obligataire. Ouais. Donc sur Logique. Sur les différents flux entre les différentes classes d'actifs, on est à 13,4 milliards de collecte sur les actions. Donc ça, c'est très important. L'obligataire fait 2,3 milliards, c'est environ 20% uniquement. Donc là, on revient sur des choses un peu plus coutumières. Donc c'est la différence aussi par rapport à 2023. Et toujours sur les matières premières, une décollecte. 1,3 milliard de décollecte sur les matières premières. Et ça, c'est vraiment un flux qui est là depuis plusieurs mois. On voit globalement les matières premières, année après année aussi, sous le format ETF, continuent de décollecter globalement. Faudra peut-être qu'on en dise un mot. Est-ce que c'est un support qui est moins privilégié par les investisseurs pour s'exposer au thème matières premières? Est-ce qu'il y a un truc lié à ça? Certainement. Ouais. Et puis c'est vrai que globalement, les matières premières, il doit y avoir d'autres supports peut-être un peu plus actifs qui font plus de sens. Ce qu'on voit là, si on rentre dans le détail sur les matières premières, c'est que, je vous le dis à peu près tous les mois, mais c'est encore une fois les métaux précieux qui décollectent globalement, et encore une fois l'or. C'est ça qui est... On voit globalement la performance de l'or est plutôt robuste. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que il y a d'autres manières de jouer l'or, hein, effectivement. Et globalement, les ETF, du coup, on le voit, ça fait plusieurs années, décollectent au niveau des matières premières. Voilà. Bon, l'industrie a su... ça collecte sur autre chose. Oui, j'allais dire, voilà, l'innovation de l'industrie ETF est allée bien au-delà des ETP. En plus, je crois que c'est sur les matières premières. Hein, c'est aussi, ça. Alors, bref. Sur la partie action, qu'est-ce qu'on peut dire quand on rentre un peu dans le détail des flux? Quels ont été les intérêts là, des investisseurs? Alors, on revoit des choses vraiment dans la lignée de ce qu'on a vu en 2023 et même au mois de janvier de cette année. C'est-à-dire que vraiment, les grosses capitalisations toujours sont très demandées, notamment le Japon aussi, et on voit pourquoi, on voit avec les très bonnes performances du marché japonais depuis plusieurs mois, la thème de croissance évidemment sur les valeurs américaines, toujours, continue de porter et d'attirer les investisseurs sur les ETF. La surprise, pas une surprise, mais la nouveauté, là aussi on le voit lorsqu'on regarde les performances, c'est assez logique, c'est le retour sur les actions émergents. Les ETF actions émergents ont collecté, ça faisait un certain temps qu'ils ne collectaient plus, et il y avait plutôt une prudence. Là on le voit, sur le mois de février, la performance était relativement bonne, surtout sur la partie asiatique. Donc logiquement, j'ai envie de dire, les flux... Ça se traduit par des flux... Exactement. Sur la partie obligataire, quels sont les points spécifiques à avoir en tête dans la décomposition des flux là? Alors sur les flux, là aussi là je suis un peu plus surpris parce que le thème a un peu changé, on s'y rend, a décalé quand même globalement les perceptions aussi de banque centrale, ce qui ne s'est pas apporté sur le marché action, mais on a vu les taux qui ont globalement un petit peu remonté sur le marché obligataire, et là on est sur les mêmes thèmes que précédemment, qu'au mois de janvier. Donc il y a peu de changements, on est toujours sur des obligations qui sont plutôt longues et plutôt globales. Il y a toujours les obligations à échéance, les high bonds qui ont été lancés l'année dernière, qui continuent de bien collecter. On est sur du très court, spécifiquement sur le très court en dollars, pour bénéficier des taux qui sont relativement importants et sans vouloir prendre trop de risques au niveau de la duration. Donc vraiment une collecte là-dessus. Et un retour aussi des obligations souveraines européennes, avec certainement lié aussi à l'appréciation de certains qui commencent à penser que potentiellement Christine Lagarde pourrait baisser les taux avant la fête, ça viendra. C'est ce qu'on disait dans l'émission tout à l'heure. De toute façon, les réunions du mois de juin, c'est le 6 juin pour la BCE et je crois la semaine suivante pour la Fed. Donc, si les deux baissent au mois de juin, techniquement, la BCE aura baissé avant la Fed et ce sera fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, si j'avance un petit peu sur le mois de février? Est-ce que il y a des surprises. Il y a des surprises. Mais oui. Alors, quelles sont les surprises du mois, du coup, Olivier? Alors, il y a des surprises. BlackRock. Donc, on regarde si on se concentre vraiment sur les 10 plus gros émetteurs d'ETF. BlackRock
BlackRock est que 7e en termes de collecte sur le mois de février. Ouais. Donc ça, c'est une vraie surprise. En premier, DWS, la filiale de Deutsche Bank, suivi par UBS, Amundi, qui tient un rang relativement cohérent. Alors, ils sont 2e au niveau d'assets gérés sur les ETF, mais ils restent relativement conciliants et relativement conformes à ce qu'on attend d'eux. C'est vraiment BlackRock un petit peu qui surprend. UBS fait un très bon mois de février et arrive du coup à progresser en termes de classement. Si on regarde sur le flux depuis le début de l'année, par contre, là on reste, le mois dernier, on était vraiment en ligne par rapport à la taille, globalement, les parts de marché. Globalement, on avait vraiment BlackRock premier, Amundi deuxième, Deutsche Bank troisième. Là, il n'y a pas de changement en termes de part de marché. Voilà, c'est oui, cohérent. Ouais. Et en termes d'encours et en termes de part de marché, ça reste vraiment toujours. Tout le monde est bien aligné par rapport aux classes habituelles. Il faut vraiment descendre très très bas pour arriver à avoir une observation, à avoir une différence. Il faut aller au 17e rang pour arriver à avoir Van Eck qui dépasse Ociam. Mais c'est voilà, faut. Oui, je comprends. Ce premier bouge pas en fait. Ça reste vraiment. C'est un classement assez figé de ce point de vue-là en termes de part de marché ou d'encours sous gestion. Bon, on gardera en tête que février a vu BlackRock à la 7e place sur les 10 premières. Effectivement. Ça n'arrive pas très très souvent. On gardera en tête ce mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des nouveaux produits, là aussi Olivier, pour avancer. Vous dites que le mois de février a été assez faible en termes de lancement. En termes de lancement, oui, on a eu 4 lancements. Il y a eu de l'activité, puisque Amundi a continué à transformer un peu sa gamme, à changer de domiciliation. Donc là, il y a quand même 12 modifications sur le mois de février. Donc ça, c'est relativement important. Mais par contre, en termes de nouveaux produits, on n'en a eu que 4. 3 actions et 1 obligataire. Si on veut en souligner un sur le côté action, il y a celui d'iShares qui est assez intéressant sur la thématique vraiment clé, certainement de l'aérospatiale et de la défense. Donc c'est vraiment une thématique actuelle. Bien sûr. Et sur le côté obligataire, c'est Goldman Sachs qui a sorti un ETF sur les Greens Bonds au niveau mondial, donc avec un prisme ESG. Et donc voilà, mais une activité relativement pauvre sur le mois de février en termes de nouveaux produits. Mais quand même une actualité technique importante, puisque alors moi j'ai découvert que les ETF actifs ne pouvaient pas être cotés sur la place parisienne, spécifiquement, mais que le sujet a été réglé cette semaine. C'est ça, Olivier. Le 27 février, même, si on va être la semaine dernière, alors. D'accord. pour avec un décret, un décret qui autorise aujourd'hui en fait d'avoir aussi les ETF actifs. Donc ils reproduisent des stratégies actives, de gestion active. Alors, en fait, un ETF, c'est un fonds. Ça, c'est vraiment la chose de base. Et en fait, on pourrait imaginer que n'importe quel fonds soit ETFisé. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir ensuite une liquidité. Et donc, il faut avoir un animateur de marché qui, lui, ne veut pas prendre de risque de marché et qui, donc, a tendance à se couvrir, évidemment, sur les positions qu'il détient. C'est facile sur de l'indice. C'est beaucoup plus compliqué sur de la gestion vraiment très active. Ouais. Et donc, il voudrait, une fois qu'il est vraiment le détail vraiment du portefeuille est mis à jour très régulièrement, et on aurait un écartement, évidemment, entre les prix d'achat et les prix de vente qui serait important. Mais techniquement, rien n'interdirait d'avoir n'importe quel ETF, même le plus actif, n'importe quel fonds, même le plus actif qui serait sous forme d'ETF, même si évidemment tout ce qui est indiciel se prête beaucoup mieux, notamment pour tout ce qui est liquide. Ça représente quoi aujourd'hui ces ETF actifs? Alors c'est très petit en Europe en termes d'encours. On est à un peu plus de 2%, donc c'est vraiment très très faible. En termes de volume, c'est un peu plus élevé. Autour de 6%. À voir de la manière dont ça va être fait. Nous, on n'utilise vraiment que les ETF indiciels. On est très prudent. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur le côté ESG, certainement sur le côté actif et notamment sur le fait de pouvoir changer. Si jamais un émetteur ou une action ne rentre pas ou ne donne pas des signes au niveau de l'engagement ou du respect des règles, là, il y a certainement des choses à regarder. Après, il faut voir aussi si c'est pas un effet de mode, une manière pour la gestion active aussi d'essayer de revenir dans le discours ETF. Il faut faire attention aux frais, il faut faire attention à la liquidité. Donc, on l'a déjà signalé, il y a eu des tentatives, JP, je crois, en fait, etc. Voilà. AXA, peut-être aussi. AXA est revenu exactement par ce prisme-là, et vraiment sur l'ESG. Donc, à voir. Il y a des tentatives régulièrement. Aux États-Unis aussi, ça existe, c'est un peu plus important. C'est pas non plus le plus important en termes ETF. Pour conclure, comment est-ce que vous abordez en termes de positionnement pour le compte des mandats de vos clients ce mois de mars, Olivier ? Alors on reste sur Exposé Action. On continue de penser que les banques centrales ont de toute façon tout ce qu'il faut et que le schéma est vraiment porteur. On a été très surpris aussi quand on a vu la différence en fait d'appréciation sur l'appréciation de la politique monétaire, et en fait le marché action a très bien supporté ce qui aurait pu provoquer les dégâts. Donc on voit que vraiment tout est résilient. On avait une surpondération sur les actions américaines qu'on a coupée, qu'on a arrêtée, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très vu dans le marché. Et
donc, il y a un risque potentiellement de retournement et on se dit que potentiellement l'économie américaine pourrait ralentir peut-être un peu plus vite que prévu. C'est aussi peut-être pour ça que la Fed ne parle pas d'augmenter ses taux. On regarde par contre les valeurs technologiques parce qu'on continue de penser qu'elles ne sont pas particulièrement chères et on a introduit un pari sur la santé, toujours sur le thème de l'IA, en fait, qui, d'après nous, devra arriver à se disséminer relativement vite aussi, à montrer des choses très intéressantes sur le thème de la santé. Donc, on a diversifié un peu ces allocations-là sur des paris un peu plus défensifs. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Iomoni, qui était l'invité de Smart Bourse ce soir.